Président Franck Riester. La parole est à Madame Valérie Rabault, présidente du groupe Nouvelle Gauche. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis le 18 juillet, l'actualité médiatique et parlementaire de notre pays a été ballottée au gré des révélations liées à ce qui est devenu l'affaire Benalla. En 10 jours, les Français et nous-mêmes avons découvert stupéfaits qu'un conseiller du président de la République s'était fait passer pour un policier le 1er mai, frappant à terre un homme, qu'il n'avait pas été sanctionné selon les procédures prévues par notre droit, qu'il exerçait en réalité des missions dépassant largement le périmètre de ses fonctions, qu'il n'avait pas été déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qu'il avait en théorie subi une sanction sévère en étant mis à pied 15 jours, mais qu'en réalité, il avait continué à être rémunéré. Si les dérapages graves de M. Benalla avaient fait l'objet, dès le 1er mai, d'une sanction conforme au droit en vigueur, il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla. Mais comme les faits reprochés semblent avoir été couverts par des passe-droits au plus haut niveau de l'État, il y a bel et bien une affaire Benalla au niveau de l'État. C'est donc en raison de cette affaire et de votre mauvaise gestion de cette crise que nous avons déposé une motion de censure de votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, présentée par notre collègue André Chassaigne. Mais c'est surtout au regard de votre conception de l'exercice du pouvoir que cette affaire a révélé au grand jour et des conséquences qui en résultent pour notre pays que nous demandons à l'Assemblée nationale de vous retirer la confiance qui vous a été accordée, et ce pour 3 raisons. Tout d'abord, au regard du traitement de cette affaire par votre majorité. La semaine dernière, lors de la séance de questions au gouvernement, je vous ai adressé, au nom des députés socialistes et républicains du groupe Nouvelle Gauche, une seule demande, Monsieur le Premier ministre, celle de soutenir publiquement notre souhait de voir auditionner tous les membres du cabinet du président Macron concernés par cette affaire. Vous m'avez opposé, et je vous cite, le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, ajoutant que si vous vous prononciez sur cette question, vous risqueriez d'être accusé d'immiscion dans le fonctionnement de la commission parlementaire que vous souteniez par ailleurs. Monsieur le Premier ministre, la séparation des pouvoirs ne saurait être juridiquement invoquée lorsqu'il s'agit d'inciter la majorité dont vous êtes le chef à appliquer la transparence qui est inhérente à l'exemplarité que vous revendiquez. Nous connaissons la suite, mes chers collègues. La majorité a refusé ces auditions. La majorité s'est même octroyée de manière autocratique la légitimité de décider qui serait auditionné ou pas par la commission d'enquête, réduisant notre Assemblée nationale à une chambre d'enregistrement du bon pouvoir présidentiel. Face à cette mascarade démocratique, le Sénat, avec sa commission d'enquête remarquable, sauve heureusement l'honneur du Parlement. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, en tant que chef de la majorité, vous avez failli à soutenir le cadre de l'exigence de vérité et de transparence. Vous retirez la confiance ensuite au regard de la conception de l'exercice du pouvoir présidentiel que vous cautionnez. Monsieur le Premier ministre, après tout, notre censure s'adresse à d'autres qu'à vous-même. Vous exécutez une politique qui vient d'ailleurs. Ces mots, ce sont ceux de François Mitterrand, défendant à cette même tribune une motion de censure en 1978. Force est de constater que cette motion de censure s'adresse aujourd'hui encore et en même temps au chef du gouvernement que vous êtes et au président de la République, dont nous dénonçons la pratique des institutions. Le président de la République a souhaité exercer, je le cite, une présidence jupitérienne. Cela se traduit par un exercice personnel du pouvoir, faisant fi des assemblées, des syndicats et plus largement de ce que l'on appelle les corps intermédiaires. Même la presse est désormais accusée par le président de la République de faire preuve, et je le cite à nouveau, de parti pris. À l'occasion de cette affaire Benalla, cette conception personnelle et autoritaire de l'exercice du pouvoir a d'ailleurs été abondamment
commentée par la presse internationale. Le New York Times évoque de son côté, je le cite, un style de gestion monarchique, quand le Corriere della Sera, italien, observe, et je le cite à nouveau, la tendance du président de la République à gérer le pouvoir avec une droiture monarchique en renversant parfois les hiérarchies. L'exercice monarchique du pouvoir n'est pas, et vous en conviendrez, Monsieur le Premier ministre, conforme à notre Constitution. Cette dernière prévoit en effet dans son article 21 que c'est vous, Monsieur le Premier ministre, qui dirigez l'action du gouvernement, que c'est vous qui assurez l'exécution des lois, que c'est vous qui exercez le pouvoir réglementaire. Par conséquent, cet exercice doit être réel et ne peut être placé sous la coupe d'un pouvoir aux accents monarchiques. Or, l'affaire Benalla a jeté un sérieux doute. Lorsque les faits ont été révélés, vous avez refusé de venir devant notre Assemblée, comme vous y invitez pourtant l'ensemble des présidents des groupes d'opposition. Vous avez par ailleurs tacitement avalisé le renoncement du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, placé sous votre autorité, à saisir le procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale. Vous avez assisté en spectateur aux explications que le président de la République a livrées aux seuls parlementaires de la majorité. Le président de la République se comporte en chef de parti et vous assistez passif à cette attaque en règle de l'équilibre de nos pouvoirs. Monsieur le Premier ministre, lutter contre cette dérive monarchique suppose que les contre-pouvoirs ne soient pas entravés, à commencer par le Parlement, qui doit pouvoir jouer à tout moment pleinement son rôle. Malheureusement, cette conception n'est pas celle qui figure dans vos 3 projets de réforme de nos institutions, puisqu'au contraire, vous proposez de diminuer les pouvoirs du Parlement, que ce soit en prenant plus fermement la main sur son ordre du jour ou en réduisant sa capacité à représenter les citoyens de tous nos territoires. Vous avez enfin assisté, totalement muet, je dois bien le dire, à une mise en cause de ce qu'est l'essence de notre fonction publique. Elle a vocation à être au service de l'État, à transcender les clivages politiques afin d'assurer la continuité et la permanence de l'État. Avoir la tentation de la doubler sur certains sujets avec une hiérarchie parallèle constitue un manquement grave. Enfin, Monsieur le Premier ministre, 3e raison pour vous retirer la confiance qui vous a été accordée. Vous souhaitez remplacer l'État républicain, je cite, par la main invisible de Jupiter, pour reprendre les mots d'Adam Smith. Monsieur le Premier ministre, l'État français n'est ni une société anonyme, ni une start-up. Pour Jean Jaurès, dont nous commémorons aujourd'hui l'assassinat, et je le cite, « L'État, aujourd'hui, surtout l'État républicain, est l'expression et l'organe de la volonté commune et de l'intérêt public. » En tant que Premier ministre, vous êtes responsable de son intégrité, de sa survie, de son impartialité à l'égard de toutes les Françaises et de tous les Français. Parce que l'État ne saurait se transformer en, je cite encore Adam Smith, « la main invisible de Jupiter », Adam Smith qui considérait l'impact des actions individuelles comme concourant indirectement à servir les intérêts de la société, l'État doit être visible. Or, les politiques que vous mettez en œuvre depuis 1 an contribuent à le rendre invisible et peut-être même à le rendre inexistant. Votre philosophie de l'action publique consiste à accréditer l'idée que tout se vaudrait. En banalisant le service de l'État, vous annihilez progressivement l'idée même de ce service de l'État et par là même, à terme, vous affaiblissez l'État. Ainsi, par exemple, en matière de logement social, vous estimez préférable de donner les clés de votre politique aux acteurs privés, avec comme seul objectif la vente de 40 000 logements sociaux par an. Pour y parvenir, vous n'hésitez pas à détricoter les outils de mixité sociale, et ceci risque d'aggraver sérieusement la ghettoisation de certains quartiers au mépris de notre objectif commun, la cohésion sociale qui est inhérente à l'architecture de notre État républicain. En matière de santé publique, Monsieur le Premier ministre, vous acceptez que l'État disparaisse de certains de nos territoires en actant la fermeture de services d'urgence pendant la période estivale. C'est le cas, par exemple, de l'hôpital de Saint-Vallier,
pourtant située sur la nationale 7, qui est pendant les mois de juillet et août la plus fréquentée de nos routes. Monsieur le Premier ministre, quelle impression croyez-vous que cela donne, ne serait-ce qu'aux touristes en villégiature en France? Cela leur donne l'impression d'un État invisible. Autre exemple, Monsieur le Premier ministre, le rapport CAP 22, censé vous inspirer en matière de réforme de la fonction publique. Là aussi, les propositions sont éclairantes sur votre volonté de rendre l'État invisible. Le rapport propose ainsi non pas de réformer le statut de la fonction publique, mais de manière plus hypocrite, de créer les conditions pour s'en passer, ce qui revient de facto à nier les spécificités de la fonction publique. Le même rapport propose de déplacer les inspections académiques au niveau des nouvelles régions. Toujours dans ce rapport, on lit la proposition de supprimer la fonction comptable des directions départementales pour les grandes collectivités locales. Ceci signifie concrètement rendre l'État invisible en matière de contrôle effectif des deniers publics. Concernant l'enseignement, cette fois, l'invisibilité de l'État a été manifeste lorsque vous avez refusé de prendre vos responsabilités et que vous avez laissé les maires décider tout seuls si oui ou non ils conserveraient les rythmes scolaires à 4,5 jours. Monsieur le Premier ministre, cette décision incombait à votre gouvernement et vous vous en êtes dédouané. Si vous considériez que les rythmes scolaires à 4,5 jours n'étaient pas satisfaisants, alors il fallait les supprimer pour tous les écoliers. Si au contraire, vous les considérez comme bénéfiques, il fallait les conserver pour tous les écoliers de France. Je continue, mes chers collègues. En matière économique, cette fois, pendant l'examen de la loi de finances, vous avez eu comme seul mot d'ordre de libérer les énergies créatrices de notre pays. Et pour atteindre cet objectif, vous avez rendu invisible, je dis bien invisible, la contribution des plus aisés aux finances de l'État. Vous avez ainsi supprimé l'ISF, créé la flat tax, supprimé la 4e tranche de la taxe sur les salaires, pour les salaires supérieurs à 150 000 €, fait un chèque de 100 millions d'euros à ces entreprises et baissé les cotisations sociales sur les stocks options. En procédant ainsi, vous espériez que la main invisible du capital serait créatrice de richesse. Vous espériez peut-être vous dispenser de toute action offensive pour permettre à notre pays de consolider sa croissance économique et de mieux créer les conditions de la réussite pour la décennie à venir. Il est d'ailleurs révélateur de constater que le fonds de 10 milliards d'euros, censé financer l'innovation de rupture, est en fait un fonds de désendettement de l'État, puisqu'il va être constitué d'obligations d'État. Cet exemple illustre à quel point vous vous êtes converti à la main invisible comme action stratégique au service de l'État. Malheureusement, les premiers résultats ne sont pas à la hauteur de votre espérance et les Français peinent à en discerner les conséquences positives. Ainsi, pour 2018, la croissance économique serait bien en deçà de vos projections et n'atteindra pas les 2 points que vous espériez et qui ont servi à construire le budget. À tel point qu'un grand quotidien allemand, Die Welt, titrait hier soir « Macron effect of die Konjunktur verpufft ». L'effet Macron sur la conjoncture s'évanouit. Concernant les Outre-mer, votre politique est là aussi invisible, puisque vous les avez oubliés des nombreux projets de loi, que ce soit dans la loi logement ou récemment sur la loi relative à la formation professionnelle. Je ne parlerai que très rapidement du pouvoir d'achat des Français, qui là aussi, notamment sur les taxes sur les carburants, voient leur pouvoir d'achat amputé en moyenne de 145 € en 2018 et de plus 576 € en 2022 pour ceux qui habitent à la campagne. Enfin, concernant la cohésion de notre pays, nous estimons indispensable, Monsieur le Premier ministre, que la laïcité soit notre boussole. Alors là aussi, vous avez joué la main invisible pour détricoter ce qui avait été prévu dans la loi Sapin II et qui visait à encadrer les associations cultuelles. En supprimant l'obligation d'inscrire les associations cultuelles sur le registre des lobbies, vous courez le risque de laisser s'installer certaines associations radicales au cœur de notre République, et ce, parce que vous avez fait le choix de rendre notre État invisible et de ne pas encadrer les logiques d'influence de la sphère privée sur la sphère publique. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, avec cette motion de censure, nous voulons vous retirer la confiance qui vous a été accordée l'an dernier.
Nous le faisons parce que nous estimons que la cohésion de notre pays requiert un État républicain fort, pas un État invisible ou encore vendu à la découpe. En préférant la main invisible à l'action publique offensive, vous faites courir un risque fort à notre État, à son intégrité, à son efficacité et à sa performance économique. Cette main invisible à l'œuvre se voit dans de nombreux domaines et elle s'est vue, bien entendu, au cœur de l'affaire Benalla. Ce risque est pour nous inacceptable. C'est pour cela que j'invite chacune et chacun de nos collègues à voter notre motion de censure. Merci, Madame la Présidente Valérie Rabault.